Don't be too critical. Yeah, no, of course. Well, obviously it's incredibly exciting, and yes, I think for me it's been. Pour moi, cette histoire a commencé de façon ni bruyante ni spectaculaire. Une simple phrase prononcée dans un contexte en apparence intellectuelle et analytique a suffi à faire voler en éclats une étincelle. Une déclaration, une interprétation et soudain une image publique soigneusement construite s'est effondrée. Ce qui m'a frappé d'emblée, ce n'était pas le contenu lui-même, mais la rapidité avec laquelle tout a basculé. Comment une réputation bâtie pendant des années sur le statut de victime, l'émancipation et une prétendue supériorité morale peut-elle se révéler si vulnérable à une simple attaque analytique? Et qu'est-ce que cela révèle des fondements même de cette réputation? J'ai remarqué que ma première réaction n'était pas l'indignation, mais la confusion. Non pas parce que je croyais immédiatement à cette affirmation, mais parce que je voyais avec quel empressement les gens l'ont accueillie. En quelques heures, une vague de commentaires, d'analyses et de spéculations a déferlé. Certains parlaient de vérité, enfin révélaient d'autres d'une campagne de diffamation. Ce qui m'a intrigué, c'est que les deux camps faisaient la même chose, projetaient leurs propres croyances sur une personne devenue depuis longtemps plus un symbole qu'un individu. Cette prise de conscience a immédiatement donné à cette affaire une dimension qui dépassait largement le cadre des ragots ou des controverses. Il s'agissait de la manière dont nous construisons, défendons et détruisons les récits. J'ai commencé à me demander pourquoi cette affirmation en particulier avait eu un tel impact. Après tout, d'innombrables accusations, rumeurs et histoires à moitié fondées circulent quotidiennement sans conséquences durables. Il s'est passé autre chose. Cette affirmation a touché au cœur même d'un discours qui repose sur la cohérence morale. Lorsqu'une personne se présente comme une critique du pouvoir des inégalités et des structures patriarcales, le moindre soupçon de collaboration avec ces mêmes structures devient explosif. Non pas parce que c'est intrinsèquement prouvé, mais parce que c'est un sujet sensible. Et là où il y a friction, il y a étincelle. Ce qui m'a particulièrement intrigué, c'est de savoir s'il s'agit d'une révélation ou d'un simple réflexe culturel. Avons-nous réellement reçu de nouvelles informations ou bien sommes-nous simplement dans une phase où le doute collectif s'accroche à un récit qui le confirme? Je perçois dans ces réactions un profond désir de dénoncer l'hypocrisie, surtout chez les personnalités qui se réclament de la morale. Peut-être parce que l'hypocrisie nous irrite davantage que le pouvoir manifeste. Le pouvoir est prévisible, la supériorité morale crée des attentes. Et la déception face à ces attentes est vécue comme une trahison. J'ai remarqué la rapidité avec laquelle le ton est passé de l'analyse à la condamnation. Cela m'a mis mal à l'aise, car c'est précisément à ce moment-là que toute discussion risque de perdre toute crédibilité. Je souhaite comprendre ce qui se passe et non me prêter à un procès populaire. C'est pourquoi je me force à prendre du recul. Qu'est-ce qui relève des faits de l'interprétation et de la projection ? Ces questions sont essentielles surtout à une époque où les personnalités publiques y sont constamment jugées sur la base de bribes d'informations, d'insinuations et de vidéos virales. Pourtant, je ne peux nier que cette affirmation touche un point sensible. Non pas parce qu'elle est prouvée, mais parce qu'elle révèle une tension plus profonde entre le récit et la réalité. Nombre de personnalités publiques prospèrent grâce à leur propre histoire. Cette histoire est soigneusement construite, répétée et protégée. Lorsqu'une personne extérieure l'analyse et met en lumière une contradiction interne, cela est perçu comme une atteinte à l'identité même. Et les identités, surtout les identités publiques, se défendent farouchement. Je me demande si ce moment ne révèle pas aussi quelque chose de notre époque. Nous vivons dans une culture où le positionnement moral est devenu une véritable monnaie d'échange. Ceux qui parviennent à se présenter comme des victimes ou des guides moraux captent l'attention, le soutien et exercent une influence considérable. Ce n'est pas forcément du cynisme, mais cela fragilise cette position. Car dès que le doute s'installe quant à la pureté de ce capital moral, tout s'écroule. C'est peut-être ce qui explique l'intensité des réactions. Ce que je constate également, c'est le peu de place accordée à la nuance. Le débat semble immédiatement se polariser, tout est soit entièrement vrai, soit entièrement calomnié. Ce binarisme ne rend pas justice à la complexité des vies humaines. Les gens changent, font des choix dans différents contextes, parfois contradictoires, parfois opportunistes, parfois par nécessité. La question n'est pas de savoir si cela arrive, mais comment nous l'interprétons lorsque cela entre en conflit avec une image publique. Devons-nous exiger une cohérence absolue ou accepter que les récits publics soient toujours des simplifications? Pour moi, cette introduction n'est pas un jugement, mais une invitation à la réflexion. Que se passe-t-il lorsqu'un mythe public dominant est remis en question? Qui en profite et qui y perd? Et peut-être la question la plus difficile, pourquoi sommes-nous si attirés par l'idée que celui qui tient des propos moralisateurs soit lui-même moralement déficient? S'agit-il d'une critique justifiée ou d'une forme de libération collective? J'ai le sentiment que cette histoire ne fait que commencer. Non pas que la vérité soit désormais établie, mais parce que le fossé entre l'image et son interprétation est devenu flagrant.
Et au sein de ce fossé réside un pouvoir qui dépasse le cadre individuel. Il touche à notre rapport au pouvoir, à la moralité et à la crédibilité dans l'espace public. Si nous assistons effectivement au début d'une remise en question plus profonde, qu'est-ce que cela révèle des récits que nous avons jusqu'ici acceptés sans trop nous interroger ? Une fois le choc initial passé, j'ai commencé à aborder cette histoire comme j'aborde tout débat public complexe, en m'intéressant aux mécanismes plutôt qu'aux individus. Ce qui m'est apparu de plus en plus clairement, c'est que les réputations fonctionnent aujourd'hui comme des écosystèmes fragiles. Elles ne se composent pas seulement de faits, mais aussi de répétitions de cadrage et de l'investissement émotionnel d'un public qui s'identifie à l'histoire. Lorsqu'un tel écosystème est perturbé, il ne s'agit pas seulement de vérité ou de mensonge, mais de pouvoir. Qui a l'autorité de définir qui est quelqu'un et sur quel fondement ? J'ai constaté avec quelle rapidité la discussion a dévié du contenu de l'affirmation vers la légitimité de celui qui la formulait. C'est un schéma classique. Dès qu'une réputation est menacée, le messager devient l'objet du débat. Quels sont ses motifs, son bagage idéologique, ses déclarations antérieures ? Ce n'est pas un hasard, c'est un réflexe défensif qui sert à protéger le récit initial. Mais ce réflexe en dit souvent plus long sur la fragilité de ce récit que sur l'affirmation elle-même. Ce qui m'a frappé, c'est la minutie avec laquelle l'image existante s'est construite au fil des ans. Elle n'est pas née d'un seul instant, mais d'une série d'histoires, d'interviews, de documentaires et de podcasts répétés qui tous renforcent le même message central. Cela la rend puissante, mais aussi rigide. Un récit rigide laisse peu de place à la déviation. Toute information nouvelle, même incomplète ou contestée, est vécue comme une menace existentielle. Je me demande si c'est inévitable lorsque l'identité est si étroitement liée à des exigences morales. Dans mon analyse, je suis revenu à plusieurs reprises sur la notion de réputation en tant que capital moral. De même que le capital financier peut être constitué, investi et protégé, la crédibilité morale peut l'être également. Se positionner comme victime ou comme guide moral confère une forme de crédibilité. Cette crédibilité peut être utilisée pour exercer une influence, mobiliser des soutiens et contrer les critiques. Mais comme pour l'argent, plus le capital est important, plus le choc est grand lorsque la confiance qu'il suscite est compromise. J'ai commencé à comprendre pourquoi cette controverse est si vive. Elle touche non seulement aux choix personnels passés, mais aussi à la question de savoir si l'autorité morale repose sur une cohérence absolue. Une personne ayant jadis évolué au sein d'un système qu'elle critique par la suite, est-elle automatiquement indigne de confiance ? Ou est-il réellement possible que l'expérience, voire la participation, soit source de compréhension ? C'est une question dérangeante car elle nous oblige à dépasser la vision simpliste du bien et du mal. Ce qui me manque dans beaucoup de réactions, c'est cette volonté d'embrasser la complexité. Le débat public semble privilégier la mise en lumière à la compréhension. C'est compréhensible car la mise en lumière est satisfaisante. Elle donne le sentiment que l'ordre est rétabli, que l'hypocrisie est punie. Mais je me demande si ce sentiment n'est pas un peu superficiel. Car qui gagnons-nous vraiment à réduire quelqu'un à une simple contradiction perçue ? Comprenons-nous mieux le monde pour autant, ou ne faisons-nous que réaffirmer notre propre supériorité morale ? Je constate également à quel point le pouvoir économique et culturel entre rapidement en jeu. Les personnalités qui réussissent de manière ostentatoire suscitent de la méfiance. On observe une méfiance généralisée envers les élites qui se présentent comme les représentantes des opprimés. Cette méfiance est en partie justifiée compte tenu de l'histoire de la solidarité de façade. Mais elle devient problématique lorsqu'elle occulte toute nuance. L'analyse critique se mue alors en cynisme, et le cynisme en une attitude dévorante où plus personne ne peut être crédible. En observant cette dynamique, je me suis demandé s'il ne s'agissait pas d'une correction plus générale. Peut-être sommes-nous entrés dans une phase où le public se lasse des récits soigneusement orchestrés, où il aspire à l'authenticité, à l'imperfection non gommée. Si tel est le cas, cette controverse est moins une attaque contre une personne qu'un symptôme d'une culture qui a perdu confiance dans les récits. Mais si cela s'avère vrai, qu'est-ce qui les remplacera ? Je continue de m'interroger sur l'équilibre entre critique légitime et réductionnisme destructeur. Il est légitime de questionner les contradictions dans les discours publics. C'est même nécessaire dans un espace public sain. Mais cela devient dangereux lorsque l'on ne fait plus la distinction entre analyse et condamnation, lorsque le doute est automatiquement interprété comme une culpabilité et l'accusation comme une preuve. Cela nuit non seulement à la réputation des individus, mais aussi à l'idée même de débat rationnel. Ce que cette phase de l'histoire me révèle clairement, c'est que le pouvoir aujourd'hui ne réside pas seulement dans les institutions ou les titres, mais aussi dans la maîtrise du sens. Qui contrôle le récit, contrôle la perception. Et qui contrôle la perception influence le jugement de millions de personnes. Je me demande si en tant que public nous sommes prêts à examiner ce pouvoir d'un œil critique, même lorsqu'il conforte notre propre point de vue. Il est peut-être temps de prendre du recul et de se demander qu'attendons-nous réellement des personnalités publiques, une pureté morale absolue ou la complexité humaine.
Et sommes-nous prêts à appliquer ces mêmes exigences à nous-mêmes? Tant que ces questions resteront sans réponse, chaque nouvelle affaire mettant en cause une réputation suscitera la même réaction polarisée. Et le cycle se répétera. Dans cette troisième phase de ma réflexion, je me suis inévitablement tourné vers la psychologie. Non pas comme une étiquette ou une arme, mais comme un outil d'analyse. Car chaque fois que les revendications morales, l'identité et le pouvoir public s'entrechoquent, des tensions surgissent rarement résolues rationnellement. J'ai alors commencé à examiner les mécanismes internes qui alimentent ces conflits, la dissonance cognitive, la permissivité morale et le désir de pureté dans un monde impur. Ce ne sont pas des concepts abstraits, ils déterminent notre interprétation des récits et expliquent de pourquoi certaines révélations sont si explosives. Pour moi, la dissonance cognitive est essentielle. Lorsqu'une personne est perçue par elle-même et par les autres comme un modèle de moralité, un engagement implicite envers la cohérence se crée. Tout signal qui remet en cause cette cohérence engendre un malaise. Les individus cherchent à dissiper ce malaise au plus vite. J'observe alors deux stratégies, soit ils rejettent totalement la nouvelle information, soit ils rejettent la personne. Les solutions intermédiaires où les contradictions peuvent coexister sont psychologiquement les plus difficiles à accepter. Pourtant, elles sont souvent les plus authentiques. J'ai commencé à réaliser combien il est tentant de considérer l'hypocrisie comme une disqualification morale absolue. Cela apporte clarté et satisfaction morale. Mais cela a aussi un autre effet, cela nous permet de prendre nos distances. Une fois qu'une personne est qualifiée d'hypocrite, nous ne sommes plus obligés de l'écouter. Cela peut être un soulagement, mais cela peut aussi mener à la paresse intellectuelle. Je me demande si, en agissant ainsi, nous ne nous dérobons pas à notre propre responsabilité de prendre au sérieux les idées difficiles, quel que soit celui qui les exprime. Ce qui m'intrigue, c'est que l'incohérence morale n'est pas l'exception, mais bien humaine. Nous évoluons dans des contextes différents, faisons des choix sous des pressions variées et par la suite révisons nos convictions. Cela ne signifie pas pour autant que chaque changement soit authentique, mais cela signifie que la pureté absolue est un mythe. Pourtant, le discours public semble de moins en moins tolérant envers cette réalité. Nous exigeons des personnalités publiques un degré de cohérence morale que nous exigeons rarement de nous-mêmes. Mais pourquoi ? J'ai également constaté l'importance de l'archétype de la victime. Se victimiser confère une autorité morale. Cela génère de l'empathie et protège des critiques, mais cela crée aussi de la vulnérabilité. Dès que l'on soupçonne que se victimiser est instrumentalisé, l'empathie se mue en colère. Ce changement est puissant car les gens se sentent trahis, non seulement par la personne visée, mais aussi par l'idée que leur compassion a été détournée. Cela explique à mon sens l'intensité émotionnelle de nombreuses réactions. Il y a aussi le phénomène de la justification morale. Lorsqu'une personne se présente pendant une période prolongée comme une défenseur du bien, elle peut développer inconsciemment la conviction que certains choix contradictoires sont moins convaincants. Ce mécanisme était bien documenté par la recherche psychologique. Cela ne signifie pas que la personne ment consciemment, mais plutôt que l'image qu'elle a d'elle-même et son comportement peuvent diverger sans que cela soit immédiatement perceptible. Je pense qu'il est important de le mentionner car cela oriente le débat de la diabolisation vers la compréhension sans pour autant exclure toute critique. J'ai commencé à me demander si dans le discours public nous faisons suffisamment la distinction entre intention, comportement et récit. On peut sincèrement croire en un message tandis que le récit qui l'entoure est construit de manière sélective. Ce récit est ensuite renforcé par les médias, les partisans et les opposants jusqu'à prendre une ampleur incontrôlable. Dès lors, il devient presque impossible de parler avec nuance de la personne qui se cache derrière ce récit. Tout devient symbolique et les symboles ne sont pas pardonnés, ils sont vénérés ou détruits. Ce qui m'inquiète, c'est la façon dont cette dynamique mine la confiance dans le langage moral. Lorsque chaque affirmation morale est remise en question par d'éventuelles incohérences, passé le cynisme s'installe. Les gens se désintéressent et en concluent que finalement, tout le monde joue le même jeu. C'est dangereux car cela discrédite d'emblée toute tentative sincère de changement. Parallèlement, la confiance aveugle est tout aussi problématique. Le défi se situe donc quelque part entre les deux, mais cet espace semble se réduire comme peau de chagrin. Je perçois également une tension entre la psychologie individuelle et la projection collective. Nous projetons nos déceptions, nos peurs et nos désirs sur les personnalités publiques. Leurs échecs nous semblent confirmer nos pires préjugés sur le pouvoir et la moralité. Or, ce faisant, nous nous privons de la possibilité d'apprendre de la complexité. Il serait peut-être plus constructif de s'interroger sur les enseignements que cette controverse nous apporte quant aux écueils du marketing moral plutôt que de se focaliser sur une seule personne. En y réfléchissant, je réalise que cette phase de l'histoire ne concerne ni la culpabilité ni l'innocence. Elle concerne la vulnérabilité. Elle concerne la fragilité de l'autorité morale lorsqu'elle est trop étroitement liée à un récit convenu. Et elle concerne la rapidité avec laquelle l'empathie peut se muer en vengeance lorsque l'on se sent trahi.
La question qui me taraude est de savoir si en tant que société nous sommes capables d'appréhender avec maturité l'ambiguïté morale. Pouvons-nous accepter que l'on puisse avoir des idées aussi pertinentes que des angles morts, que la croissance personnelle passe parfois par la participation à des systèmes qui sont ensuite critiqués, et plus important encore peut-être pouvons-nous nous appliquer cette même bienveillance à nous-mêmes? Tant que nous continuerons d'éviter ces questions, chaque nouveau scandale réactivera les mêmes schémas psychologiques. Et alors, nous n'apprendrons rien si ce n'est notre promptitude à juger. À ce stade de l'histoire, mon attention s'est déplacée de la psychologie individuelle vers le contexte plus large dans lequel l'influence émerge et circule. Je me suis surprise à m'intéresser de moins en moins à la véracité littérale des affirmations et de plus en plus au réseau de signification au sein duquel elles peuvent prospérer. Car les récits n'acquièrent de pouvoir que lorsqu'ils s'inscrivent dans des schémas existants. Et c'est précisément là, dans ces schémas de réseau d'élite de symbolisme et d'aspiration, que réside à mon sens la clé de la persistance de ce débat. J'ai commencé à explorer comment dans le monde moderne, l'influence s'exerce souvent de manière informelle et non formelle. Non pas par le biais de titres ou de fonctions, mais par l'accès aux ressources, la proximité et le positionnement social. Les réseaux sont essentiels à cet égard. Ils constituent une infrastructure invisible sur laquelle se construisent les carrières et se forgent les réputations. Lorsqu'une personne passe d'un univers à l'autre, divertissement, militantisme, politique, philanthropie, la suspicion s'installe automatiquement. Non pas que ces mouvements soient intrinsèquement suspects, mais parce qu'ils sont difficiles à appréhender pour les observateurs extérieurs. Ce qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle les symboles ont pris le pas sur les faits dans ce débat. Lieu-nom, cadre luxueux, ils ont acquis une dimension quasi mythique, non pas parce qu'ils révèlent quoi que ce soit de prouvé, mais parce qu'ils font écho aux idées reçues sur le pouvoir et les privilèges. Un yacht, un lieu exclusif, un cercle fermé, autant d'images qui suscitent immédiatement des associations. Elles activent un scénario collectif sur le fonctionnement de l'élite. Et une fois ce scénario activé, chaque détail est intégré quel que soit le contexte. Je me suis surprise à devoir me retenir de me laisser emporter par cette exagération symbolique. Le danger est que l'analyse se transforme en confirmation du récit dominant. Dès lors, l'attention se détourne de ce qui est plausible pour se concentrer sur ce qui conforte les croyances populaires. Pourtant, je ne peux nier le pouvoir de tels symboles. Ils rendent tangibles les structures de pouvoir abstraites. Ils donnent forme à un sentiment partagé par beaucoup, celui que le succès est rarement le fruit du hasard et que l'influence s'acquiert souvent par des voies informelles. Parallèlement, je constate à quel point ce symbolisme peut facilement dérailler. Dès lors que les réseaux sont présentés comme des complots et la mobilité sociale comme des échecs moraux, nous perdons toute capacité de distinction. Tous les réseaux ne sont pas corrompus, toutes les connexions ne sont pas des transactions. Mais l'inverse est également vrai, toute revendication morale n'est pas indépendante d'un positionnement stratégique. Cette ambiguïté rend le débat inconfortable, mais aussi nécessaire. Ce qui me paraît intéressant, c'est à quel point tout cela est lié à notre perception de l'authenticité. Nous aspirons à des personnalités publiques vraies, tout en admettant que le succès exige souvent adaptation, diplomatie et une certaine mise en scène. Cet équilibre est difficile à maintenir. Lorsqu'une personne semble naviguer avec une aisance déconcertante entre ces deux mondes, la méfiance s'installe. Est-ce du talent ou de la manipulation, de l'intelligence sociale ou du calcul? La réponse dépend souvent davantage de notre propre rapport au pouvoir que de critères objectifs. J'ai aussi commencé à me demander pourquoi le luxe en particulier joue un rôle si central dans l'indignation morale. Le luxe agit comme une loupe morale. Il suggère l'abondance, la liberté de choix et par conséquent la responsabilité. Ceux qui s'adonnent au luxe sont plus susceptibles d'être tenus responsables de leur cohérence morale. C'est compréhensible, mais aussi problématique, car cela sous-entend que la pureté morale est incompatible avec la réussite matérielle. Est-ce vraiment le cas ? Ou bien projetons-nous notre propre ambivalence face à la richesse sur des individus qui affichent une réussite manifeste? Dans ce contexte, je constate que les récits de réseau et d'influence fonctionnent souvent comme des raccourcis moraux. Ils offrent une explication rassurante du succès car ils relativisent le rôle du hasard et du talent. Parallèlement, ils peuvent servir à délégitimer une personne sans avoir à fournir de preuves tangibles. Cela les rend à la fois puissants et dangereux. C'est pourquoi je me sens tenu de toujours distinguer la reconnaissance de schémas de leur projection. Ce passage me fait clairement comprendre que le débat porte moins sur des événements concrets que sur la confiance. La confiance envers les élites, les médias, les personnalités publiques qui parlent de justice, tout en participant ouvertement aux structures du pouvoir. Cette méfiance n'est pas apparue par hasard. Elle a été alimentée par des années de déception, de scandales et d'engagement de façade. Dans ce contexte, les récits de réseaux occultes et de luxe symbolique trouvent naturellement un écho favorable.
Pourtant, je me pose sans cesse la même question: comment s'en sortir? Si nous nous méfions de tout succès et suspectons toute affirmation morale, nous créons un vide cynique. Mais si nous adhérons sans esprit critique aux récits parce qu'ils font écho à nos espoirs, nous risquons une nouvelle déception. La solution réside peut-être dans l'acceptation de l'ambiguïté, dans le fait de reconnaître que l'influence requiert à la fois talent et stratégie et que la progression morale n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Je perçois donc cette phase de l'histoire comme un miroir, non seulement pour la personne au cœur de la controverse, mais pour nous tous. Comment appréhender un pouvoir qui ne se revendique pas ouvertement mais qui est implicitement présent? Comment juger autrui lorsqu'il évolue dans des univers qui nous sont étrangers? Et osons-nous admettre que nos jugements moraux relèvent souvent autant de l'émotion que de l'analyse? Ces questions ne sont pas faciles à résoudre, mais tant qu'elles sont posées, on peut espérer un débat qui dépasse le simple stade des accusations et des justifications. C'est peut-être là, en fin de compte, le plus grand intérêt de cette controverse, non pas qu'elle apporte des réponses, mais qu'elle nous oblige à réfléchir sur les mécanismes réels de l'influence à l'ère de la visibilité et de la méfiance. À ce stade de mon analyse, je ne pouvais plus ignorer le rôle des médias et du public. Ce qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle un récit complexe est réduit à des leçons morales simplistes. Les médias ne se contentent pas de transmettre l'information, ils agissent comme un catalyseur. Ils sélectionnent, mettent en avant et répètent précisément les éléments qui suscitent de l'émotion. Cela crée un cercle vicieux, l'indignation génère l'attention renforce l'indignation. Dans ce cercle, la nuance est la première à disparaître. Je n'y vois pas un complot, mais une caractéristique structurelle du paysage médiatique contemporain. J'ai commencé à prêter attention au langage employé. Des mots comme démasquage, double jeu et vraie nature reviennent avec une fréquence surprenante. Ces termes suggèrent qu'une vérité cachée est enfin sur le point d'être révélée. Ce récit est séduisant car il instaure un ordre dans le chaos. Il donne au public le sentiment que son sens moral est à nouveau juste. Mais je me demande si cette promesse n'est pas trompeuse, car la réalité est rarement aussi simple que les gros titres le laissent entendre. Ce qui m'intrigue également, c'est la manière dont le public se positionne dans ce processus. Nombre de réactions semblent moins liées au contenu des affirmations qu'à une question d'identification. Les gens choisissent un camp, souvent très rapidement. Ce camp devient partie intégrante de leur identité. Dès lors, toute nouvelle information est filtrée par ce prisme. Si elle confirme ma position, je la partage. Si elle la remet en question, je la rejette. Je reconnais ce mécanisme en moi et je dois activement me corriger pour ne pas me laisser entraîner. J'observe un changement plus profond, les débats moraux sont devenus une performance. Le public n'est plus seulement spectateur mais participant. Les j'aime, les partages et les commentaires fonctionnent comme des signaux moraux. En partageant quelque chose, on se positionne. Cela rend la participation attrayante mais aussi dangereuse. Car plus le besoin d'agir de manière ostensiblement morale est fort, moins il y a de place pour le doute. Le doute ne convainc pas. La certitude, si. Les médias exploitent ce phénomène en personnalisant les récits. Des thèmes abstraits comme le pouvoir, l'hypocrisie et l'intégrité sont associés à des visages familiers. Cela les rend compréhensibles mais aussi vulnérables à la simplification. Lorsqu'une personne devient un symbole, elle perd sa complexité. Chacun de ces actes est interprété comme une confirmation ou une réfutation de ce symbole. Je me demande si nous mesurons pleinement à quel point cela peut être injuste, même lorsque la critique est justifiée. Ce que je constate également, c'est une asymétrie frappante dans l'indignation. Certaines histoires suscitent une attention considérable, d'autres à peine. Ce n'est pas toujours dû à leur gravité, mais plutôt à leur utilité narrative. Une histoire qui fait écho aux tensions existantes gagne en popularité. Elle confirme ce que les gens soupçonnent déjà. En l'occurrence, elle touche à la méfiance envers les élites, le marketing moralisateur, les réussites de trop parfaites. Les médias amplifient cette résonance car ils savent qu'elle est pertinente. J'ai commencé à m'interroger sur les conséquences pour la notion de responsabilité publique. D'un côté, il est sain que les personnalités publiques soient soumises à un examen critique. Le pouvoir sans contrôle corrompt. De l'autre, une forme de surveillance morale permanente menace où chaque incohérence perçue est transformée en jugement de valeur. Ce climat décourage la transparence. Qui oserait admettre ses erreurs si cela était immédiatement utilisé comme preuve de son manque total de crédibilité? Ce qui m'inquiète, c'est que ce processus endurcit aussi le public lui-même. À force de porter des jugements hâtifs, nous perdons notre capacité d'analyse empathique. Tout devient binaire, bien ou mal, vrai ou faux. Cette réduction clarifie le débat, certes, mais l'appauvrit aussi. Elle nous empêche d'apprendre des nuances. Or, c'est précisément dans ces nuances que réside souvent la connaissance la plus précieuse de la manière dont le pouvoir, la morale et le comportement humain interagissent véritablement. Je constate aussi combien il est difficile d'arrêter ce processus une fois enclenché.
Même les tentatives de nuance sont souvent perçues comme de la défensive ou une minimisation. Quiconque propose une nuance devient suspect. Cela crée un climat où le silence est parfois plus sûr que la parole. Mais le silence est alors interprété comme de la culpabilité ou une absence de réaction. C'est un cercle vicieux où le moindre signal peut être utilisé contre vous. Dans ce contexte, je m'interroge sur la responsabilité des médias et du public. Les médias devraient-ils ralentir le rythme, contextualiser leurs informations et expliciter les incertitudes, même si cela se traduit par une baisse du nombre de clics? Devrions-nous, en tant que public, modérer nos réactions et accepter une certaine incomplétude? Ces questions sont délicates car elles touchent à nos propres comportements et pas seulement à ceux des personnalités publiques. Ce passage me fait clairement comprendre que la controverse met en lumière un problème plus vaste, notre rapport aux récits moraux à l'ère de l'hypervisibilité. Nous voulons de la transparence, mais pas les complications qu'elle engendre. Nous voulons de l'honnêteté, mais pas des contradictions. C'est une combinaison intenable. Tant que nous n'admettrons pas cette tension, des débats similaires continueront de se répéter chaque fois sous un angle différent. Je ressens donc un sentiment d'urgence. Non pas pour juger, mais pour ralentir. Pour nous interroger sur le véritable objectif de ces discussions. Sommes-nous soucieux de vérité, de justice ou d'affirmation morale? Et osons-nous reconnaître que ces motivations se recoupent souvent? Ce n'est qu'à cette condition qu'un débat public pourra s'instaurer au-delà d'un cycle de construction et de démolition. En reliant tous les éléments, je constate que cette histoire nous amène inévitablement à la question de la responsabilité et à l'avenir. Non pas l'avenir d'une personne en particulier, mais celui du débat public lui-même. Ce qui est apparu ici dépasse le cadre d'une simple controverse. Cela démontre la rapidité avec laquelle l'autorité morale peut se construire et s'effondrer à une époque où les rumeurs circulent plus vite que les faits ne peuvent être analysés. Pour moi, c'est là le nœud du problème, non pas qui a raison, mais comment gérer l'incertitude, le doute et le pouvoir dans une culture en quête de clarté morale. Je perçois une tension persistante. D'un côté, l'exigence de transparence et de cohérence, de l'autre, la réalité des vies humaines qui s'inscrivent rarement dans un cadre moral unique. Tant que les personnalités publiques seront incitées à se présenter comme des modèles de vertu, toute déviation perçue restera explosive. Ce mécanisme est prévisible mais non inévitable. Il faut de la maturité tant de la part des médias que du public pour accepter la complexité sans renoncer à la critique. Que signifie cela pour l'avenir de l'influence morale? Je pense que nous assisterons à un changement. Moins de confiance dans les grands récits englobants, plus d'attention portée aux actions concrètes et à une responsabilité mesurable. Moins d'identification aux personnalités, plus d'attention aux principes. Cela pourrait constituer un rééquilibrage salutaire. Parallèlement, je perçois le risque de cynisme, celui de ne plus croire personne, de remettre en question toute affirmation morale d'emblée. Le cynisme semble critique, mais il s'agit souvent d'une forme d'évitement. Il nous dispense de l'obligation de porter des jugements éclairés. Je me demande comment les personnalités publiques peuvent gérer cela avec sagesse. Peut-être en promettant moins, en minimisant leurs déclarations, en misant moins sur l'absolution morale. Ceux qui fondent leur influence sur la modestie et la responsabilité courent moins le risque d'une confrontation brutale. Mais cela demande du courage car cela réduit le sensationnalisme. Dans un paysage médiatique qui valorise le spectacle, ce n'est pas un choix facile. Pourtant, je crois que c'est la voie à suivre pour regagner en crédibilité. Le public est lui aussi confronté à un défi. Cherchons-nous une gratification morale immédiate ou une quête de vérité durable? Sommes-nous prêts à tolérer le doute et à explorer les contradictions sans porter de jugement hâtif? Cela exige de ralentir, de lire et d'écouter. Cela implique également de reconnaître nos propres projections. Nous réagissons non seulement à l'information, mais aussi à l'impact qu'elle a sur nous, frustration, déception, espoir, méfiance. En prendre conscience nous rend moins manipulables. Je réfléchis aussi au rôle des médias dans les années à venir. La tentation de simplifier persistera, mais des contre-mouvements peuvent émerger, contextualisation, transparence, face à l'incertitude, explicitation des hypothèses. Les médias qui oseront s'engager dans cette voie n'atteindront peut-être pas le même niveau de viralité, mais ils gagneront la confiance du public sur le long terme. La confiance se construit lentement, mais elle est durable. Le sensationnalisme est immédiat mais éphémère. La voie choisie déterminera l'évolution de ces sujets. Personnellement, cette analyse m'a permis de tirer une leçon essentielle. L'autorité morale n'est pas une possession, mais une relation. Elle repose sur la confiance et ne peut perdurer que si elle est soumise à l'examen critique. Ceux qui emploient le langage moral ont la responsabilité supplémentaire de ne pas nier l'ambiguïté, mais de la lever. Cela vaut pour les personnalités publiques, mais aussi pour les critiques. Une critique sans discernement est tout aussi problématique qu'une morale sans introspection. À l'avenir, je m'attends à ce que des controverses similaires continuent d'émerger.
Non pas parce que les gens se sont soudainement dégradés, mais parce que la visibilité et l'image morale créent des tensions structurelles. La question est de savoir si nous en tirerons des leçons. Saurons-nous poser de meilleures questions ou resterons-nous prisonniers de conclusions hâtives? Serons-nous prêts à examiner de manière critique le pouvoir et la moralité sans tomber dans la caricature? Je terminerai par une invitation à la réflexion. Qu'attendons-nous réellement des personnalités publiques? Et pourquoi? Nos attentes sont-elles réalistes ou répondent-elles avant tout à notre besoin de clarté morale? Et surtout, comment souhaitons-nous nous-mêmes participer au débat public? En tant que procureur, avocat de la défense ou enquêteur, le choix que nous ferons à cet égard déterminera non seulement l'issue de ce débat, mais aussi la qualité des débats futurs.